Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus assister à cet événement. Merci beaucoup à Algolia de nous recevoir. C'est incroyable l'accueil, la logistique, etc. Donc merci infiniment. Euh, Petite question d'introduction en préambule. Est-ce que à lever de main, je pourrais voir qui est dev et qui est designer? Donc d'abord les devs, ok, et les designers. Waouh, ok. D'autres métiers? Euh, donc, je me présente, je m'appelle Nicolas. Je suis un designer depuis 20 ans, geek, pas trop technique. Vous aurez Martin qui interviendra après, qui a lui vraiment un profil mixte. Euh, j'ai cofondé Front Guys, donc on est une agence conseil en front. On a tous les métiers de la recherche utilisateur jusqu'au développement front. Et chez nous, alors pourquoi on a créé l'agence, enfin pourquoi j'ai cofondé l'agence? Bah, justement pour rapprocher le design du dev. Parce que je viens d'une époque où c'était la guerre et donc c'était compliqué. L'avènement des design systems nous a encore plus motivés à faire ce rapprochement et avec l'IA, justement c'est un peu le thème aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus important. Donc on est une agence très centrée sur le partage, d'où nos nombreux meet-up. On essaye de partager le plus possible, à la fois pour se faire challenger et participer. On me fait un signe que je me déplace. Euh, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du vibe coding. Alors, je sais que vous êtes, il y en a sûrement beaucoup qui sont venus pour Martin sur son process d'IA. Dans le titre, on parlait de craft, d'automatisation, etc. Moi, je vais introduire le sujet qui va, vous allez voir, il y a une transition logique au final. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de vibe coding, spécifiquement Make parce que j'utilise Figma Make comme outil. Mais je pense que c'est valable pour tous les outils de vibe coding. Donc, effectivement, comment j'ai commencé à tomber vraiment amoureux de Figma Make, avant de tomber de haut, avant de repartir comme en 40, avant la prochaine étape, c'est une relation un peu toxique, c'est de ça dont dont je vais vous parler. Donc, pas trop technique, mais plutôt un retour d'expérience sur qu'est-ce que ça change dans nos métiers, qu'est-ce que ça change pour un designer qui est justement pas trop technique. Et donc, on va parler d'amour, d'agacement, de technique, d'addiction et de transformation. Petit disclaimer temporel, comme je fais à chaque fois en ce moment quand je parle d'IA, tout ce que je vais dire c'est valable aujourd'hui. Demain ça sera peut-être pas la même chose, après-demain encore moins, parce que vous le savez avec l'IA ça change très vite. Pourquoi ce talk? Parce que Make, le vibe coding ou l'IA de manière générale, c'est en train de changer notre façon de produire, de tester, d'interagir, d'itérer. Parce que la différence entre la hype et l'usage réel est vraiment énorme et je pense que c'est hyper important de toujours clarifier les choses sur des vrais cas d'usage. Et parce que c'est vrai que voilà, on s'engage tous plus ou moins à fond là-dedans et qu'on ne sait pas vraiment de quoi est fait le futur. Et donc je pense que c'est important de témoigner de ce qu'on fait et de partager pour avancer tous ensemble de façon sécure. Donc acte 1, la passion, mon histoire avec Make. Donc pourquoi moi j'ai vraiment kiffé à un point énorme, c'est que ça résolvait enfin une des frustrations que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire de faire vivre vraiment un produit que je concevais et de le faire vivre à ma façon. Fini les intégrations vite fait, fini d'être dépendant de quelqu'un. Et ça, pour un designer qui n'est pas technique, et ben, c'est un truc vraiment énorme. J'avais connu ça à l'époque, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Flash, mais Flash, c'était juste incroyable quand on était designer à l'époque, parce qu'avec très peu de code et très peu de connaissances techniques, on pouvait faire des choses folles. Donc, spoiler, effectivement, cette histoire n'est pas toute rose. Donc, j'en parlais. 20 ans de design, 20 ans à regarder les devs à faire de la magie noire et pas forcément avec des résultats attendus, hein, d'où ma volonté de créer Front Guys, parce que quand on développe un truc au pixel près et qu'on voit un dev full stack développer le truc,
Bon, franchement, on a envie de se pendre. 20 ans à me prendre la tête à faire des protos, mais nuls dans InVision, InVision Studio. Ah, ça va être pas mal ça. Bah non, ça plante. Sketch, Anima, Figma Design. On est arrivé à faire des trucs pas mal à la fin avec Figma Design, mais on en prenait des heures. Et puis en fait, en vrai, c'était nul. Vraiment, quand tu fais des tests utilisateurs sur un proto Figma qui est juste des images où le mec peut pas vraiment interagir, comment tu peux te dire que tu crées pas des biais énormes dans tes tests, quoi. Et donc, voilà, 20 ans à me dire, sans avoir la motivation de me lancer dans le code, hein, moi aussi, je veux rendre mes interfaces vivantes. Donc, mec, et le vibe coding de manière générale, il coche exactement ce fantasme de voir bah, des produits exactement comme je les imagine. Donc la magie des débuts, évidemment, je fais un prompt, ça marche, j'ai une idée, il propose des solutions, je dispose, c'est moi qui décide, je demande une animation. Ça résout un petit problème à la con, hein, mais quand on faisait des animations, le dev, pour lui filer les attributs de l'animation, c'était la galère. Là, en fait, il va inspecter le code, et pour le coup, c'est peut-être le seul truc qui est bien codé dans, dans le vibe coding. J'oublie un truc, il me le rappelle gentiment, je sèche sur un truc, il me challenge, il propose des idées, je peux échanger. Bon, certes, il n'est pas créatif de ouf, hein, mais il propose des idées. Donc là, j'en parle effectivement. Et là, j'étais vraiment comme un gosse qui découvre Photoshop ou Flash pour la première fois. Euh, je vais illustrer tout ce que je dis. La première fois que j'ai vraiment utilisé, c'était pour faire un petit site comme ça chez moi. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, voilà, si je veux me confronter à la vie réelle, c'est chez un client que je dois utiliser ça. Je dois vraiment me confronter à un contexte réel, contraignant, avec un design system. Donc c'est pas ce que je vais vous montrer, c'est pas effectivement un petit proto Figma vite fait, c'est une vraie expérience documentaire. C'est dans un contexte contraignant, avec une table des matières synchronisées, de la gestion dynamique de contenu, de la recherche interne, des surlignages, des partages, etc. Donc je vous montre ça très rapidement. Pas ici, ici. Donc pour le contexte, c'est une vue documentaire, je travaille chez un client qui fait de l'édition juridique, donc c'est le code du commerce. Donc le code du commerce, c'est 2000 pages de contenu qui est dédié aux toutes les professions juridiques qui vont justement consommer du contenu et ils ont besoin de pouvoir le consommer facilement, de chercher, d'interagir, etc., etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est en ligne, c'est un prototype en ligne que j'ai fait avec Figma Make. Je vous montre globalement un petit peu tout, mais donc j'ai une table des matières qui est synchronisée avec mon scroll. L'inverse est vrai aussi. Je peux fermer ma table de matières, je peux l'élargir pour mon confort de lecture, je peux accéder à des contenus différents. Bon, ça jusqu'à maintenant, globalement, on pouvait le faire. Alors par la synchronisation, déjà la synchronisation de la TOC, de la table of content, de la table des matières, déjà ça c'était impossible à faire. Je peux faire une recherche dans mon document. Déjà, si je tape dans le champ... Ah, l'effet démo, quoi. C'est incroyable. Moi, je vais aller dans mon Figma. Je suis en train d'essayer de résoudre un bug. Toutes les typos sont passées en gras. On va en parler. Oh, ça ne marche pas. C'est un truc de ouf. Bon, bref. Je peux faire. En gros, c'est un POMF. Faut l'imaginer comme un POMF. Alors là, je suis dégoûté. Bref, j'avais vérifié tout à l'heure. C'est comme un CTRL F, ça cherche une occurrence, je peux naviguer dans les occurrences qui sont highlightées, la TOC se synchronise, vous faites comme si tout avait bien marché. Je sélectionne un passage de mon texte, je peux évidemment le copier-coller, je peux lui coller une annotation. Donc je fais une annotation pour un collègue, je tag mon collègue. Là, je peux retrouver mon annotation. Quand je passe au-dessus, ça highlight bien mon annotation. Je peux évidemment modifier mon annotation, la supprimer, la partager, et puis la retrouver dans une liste d'annotations pour plus tard qui va m'amener directement aux annotations. Voilà, là on a un vrai prototype fonctionnel réel. Alors je vais essayer avec ça. Peut-être que la recherche va marcher, parce que j'ai un petit tips pour justement les QA qui vont pouvoir lancer des expressions de test. C'est-à-dire en cliquant juste sur le logo, ils font apparaître une petite drop-down et ils ont les expressions de test. Ah, voilà, j'ai un hack. Parce qu'il y a des règles métiers assez complexes, de proximité de mots, etc., etc. Et donc, pour éviter que les PM, les QA, etc.,
tape toutes les recherches pour vérifier si ça marche bien, bah, je leur ai fait une petite drop-down et ça lance directement la recherche. Et donc, je peux naviguer dans les différentes occurrences de mes mots. Je reviens à la presse. Donc ça, typiquement, dans Figma, enfin, bref, c'était impossible et c'était une frustration pas possible de ne pas pouvoir vraiment projeter les équipes, les clients pendant les tests utilisateurs. Là, on leur met dans les mains un produit fini. Oui, et bah donc le proto est réaliste, donc plus de biais dans les tests utilisateurs. Il respecte le DS, sinon ça pollue un peu évidemment la vision. C'est pas facile, hein, on a encore, voilà, on est obligé de prompter pas mal de fois pour avoir des résultats satisfaisants, mais ça marche. Si je vous montre les maquettes, vous verrez que c'est vraiment complètement ISO au pixel près aux maquettes. Euh, il a le mérite d'aligner justement les différents métiers qui travaillent autour du produit, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de profils qui ont besoin de voir les choses pour se projeter. Et bien ça, vraiment, c'est un super outil pour aligner les gens. Et comme c'est très rapide pour itérer dessus, et ben en fait, on gagne un temps phénoménal. Il sert de démonstrateur en interne aussi pour les rédacteurs, les sales, le care, etc. Il augmente la vélocité pour concevoir et tester. Bien sûr, il n'est pas destiné du tout à remplacer les devs. Et il y a juste un petit warning que je mets, il faut vraiment faire hyper attention aussi à ne pas provoquer des désalignements entre la réalité du dev et le projet. Parce que on est très vite tenté en fait de faire des trucs de fou qui vont être hyper impressionnants, mais en fait si on n'est pas toujours en communication avec les différentes stacks techniques et les contraintes qu'on peut avoir, on peut très vite s'envoler et faire des trucs complètement irréalistes, donc il faut vraiment toujours bien garder la tête sur les épaules. Et donc niveau collaboration, alors pour le designer, vraiment on fait tout mieux, plus vite. Les métiers valident des comportements et pas des images. Les PO comprennent et spécifient aussi plus vite, ça les aide à spécifier. Les QA, ils peuvent anticiper les scénarios de test. Et puis enfin, au lieu de se référer à des maquettes, eh ben, en fait, ils se réfèrent à un prototype vivant pour tester les différents scénarios. Donc ça change tout pour eux. Et les dev front sont plutôt divisés. Il y en a d'autres, enfin voilà. En gros, il y a des devs qui sont très enthousiastes parce que effectivement, ça clarifie l'intention, ça donne le scope comportemental, ça évite les surprises. Il y en a d'autres qui, bizarrement, trouvent que c'est trop réaliste et donc que c'est un peu confusant. Il y en a qui pensent que ça va remplacer la passation, ces grandes discussions autour des maquettes où ils peuvent poser des questions, on peut échanger, etc. Ben, ils s'imaginent par défaut comme ça qu'en fait, il n'y aura plus besoin de ça et qu'ils n'auront plus qu'à refaire ce qu'il y a dans le prototype. Alors, je dis ça parce que chez mon client, là, j'ai une PM qui a répondu à un dev qui attendait des specs, regarde dans le prototype. Et donc, ça a créé une crise interplanétaire avec ce dev pendant 10 jours, qui s'est mis dans la tête que c'était moi qui avais initié ça et que je voulais plus de refinement. Non, c'est pas ça du tout le but, quoi. Quelques tips sur Make et de retour d'expérience. Vous avez déjà dû en entendre parler, je vais passer assez rapidement, mais le meta-prompting, c'est-à-dire ne pas prompter soi-même, mais d'abord demander à une autre IA voilà, je lui prompte et il me fait un prompt bien adapté pour Figma Make. Euh, euh, à part pour le premier prompt, il faut découper le plus possible. Le premier prompt, il faut vraiment avoir un prompt le plus clair possible pour avoir la structure de base la plus stable possible et la plus complète possible. Mais à partir du moment où on a fait le premier prompt, là, il faut itérer, découper, découper. Je dis, c'est comme expliquer un montage de meubles Ikea par téléphone, donc il faut découper, découper le plus finement possible. Les guidelines, donc dans Figma Make, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres outils de vibe coding, mais en tout cas, il y a un fichier guideline où on écrit en Markdown, en langage naturel pour fixer des règles. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants du truc, mais je sais que c'est efficace, qu'on peut lui donner des règles à respecter au niveau de l'accessibilité, des contraintes de responsive, des comportements attendus, etc. etc. Et globalement, ça c'est vrai pour tous les LLM, hein, mieux vous documentez, plus il vous aime, plus il est efficace. Reste à définir ce que c'est bien documenté. Parce qu'il ne faut pas trop documenter, mais il faut documenter. Voilà, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Et ça demande à être testé, testé, testé. Bon, basique, hein,
On le fait jamais, tout le monde nous dit de le faire, mais n'empêche qu'il faut nommer ses calques, parce que pour le coup, il y a une vraie différence quand les calques sont bien nommés avec du contexte. Il y a un fichier global CSS qui permet justement en intégrant une librairie et en... Alors moi, je ne fais pas confiance à l'intégration de la librairie qui va générer des global CSS, mais je fais des exports à partir de Figma pour justement lui fournir les CSS parfaites avec les variables, etc. Et pour le coup, il arrive très bien à s'y référer pour intégrer ça dans le code. Et donc pour respecter qu'on est dans un univers un peu contraignant, où il faut respecter une librairie de composants, et ben franchement, il fait le job 1000 fois mieux comme ça. Euh, Itérer petit, ça je l'ai déjà dit, je me répète, je suis désolé, mais voilà, un prompt, une action, un prompt, deux actions, why not, un prompt, trois actions, là, bon, clairement, il y a une des actions qui va pas faire ou qui va très mal faire, donc il faut vraiment y aller petit à petit. Et puis, bah, comprendre un minimum la technique, on arrive vers ma transition. Effectivement, ça t'oblige à devenir un meilleur designer parce que ça t'oblige à t'intéresser vraiment à la technique, à mettre le nez dedans, à comprendre. Et mine de rien, quand tu échanges avec lui, quand tu promptes et qu'il te répond, et ben en fait, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. C'est sûrement pas toujours très vrai, pas toujours optimisé, mais n'empêche que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre, de mettre le pied dedans, et ça donne envie en fait d'aller plus loin. Et pour moi, c'est ça qui est hyper important, quoi. Euh, alors, aller plus loin, je vous montre juste un autre petit projet que j'ai fait là-dessus, qui est plutôt un side project. Parce que là, je suis allé un peu plus loin. Je me suis réalisé une petite application de gestion de budget. Parce que je voulais tester l'intégration avec Supabase pour voir si on pouvait vraiment faire des trucs dynamiques, etc. Et donc, en très peu de temps, hein, en je sais pas, 2 jours, j'ai créé l'application. Alors là, il n'y avait pas de contraintes design, etc. J'y suis allé YOLO, c'est lui qui a tout fait. En revanche, là, donc vous voyez, donc je suis sur le compte d'Alfred qui s'est connecté avec son identifiant, son mot de passe et le compte de Batman. Et donc là, donc ces deux navigateurs, ça marche, c'est une progressive web app, donc ça marche sur mon mobile, sur le mobile de ma femme. Et donc là, j'ajoute une dépense dans tel budget. Et donc, et là, il n'y a pas de... Et putain, je suis bien connecté. Ah, voilà, c'est arrivé un peu tard, mais c'est arrivé. La donnée, c'est bien synchronisé en face. Et donc, je peux, pareil, donc supprimer la dépense, modifier. Enfin voilà, pour moi, ça, c'est l'étape d'après. Là, je me suis fait. Voilà, je gérais mon budget avec ma femme sur un fichier Excel sur OneDrive. Bon, bah voilà, c'est fini. Je me suis fait ma petite app pour gérer ça. Et alors là, je me suis confronté à des problèmes qui me dépassaient complètement. J'avoue, c'est un peu. Il y a un côté un peu fraudeur quand on fait ça parce qu'il y a plein de choses qu'il a fait que je ne comprends absolument pas. Mais n'empêche, ça m'a quand même fait apprendre des choses. Et l'avantage pour un designer, c'est que par exemple, pour tester sur mobile, où il n'y a pas de console, il y a sûrement des tips, etc. Mais bref, il m'a proposé des solutions et j'ai un petit bouton ici où je peux voir les logs de ma console. Je peux les copier pour lui fournir les logs parce que souvent il me disait ah là il y a une erreur, bah tiens je vais te mettre des logs et tiens bah fournis-moi les logs pour voir où ça bug et ah bah tiens j'ai trouvé la solution et voilà donc ça c'était hyper intéressant. J'ai un petit bouton pour vider le cache parce qu'il me demandait souvent de vider le cache et puis un autre petit truc qui me donne toutes les informations, l'ID de l'utilisateur, parce qu'il y avait souvent des désynchronisations de tokens d'identification. Bref, voilà, tout ça, c'est des trucs que je ne connaissais absolument pas. Et ça me donne envie d'aller plus loin. Et je trouve que c'est très cool d'avoir une ouverture sur ce genre de choses. Je sais pas si je vais aller plus loin, mais en tout cas, ça donne envie. Il faut avoir le temps après. Euh, Ce que j'ai appris, donc bah, je leur ai dit, voilà, comprendre les tokens d'identification, gérer tout ce qui est authentification, base de données, bah, interagir avec Supabase, voir comment c'est foutu, etc. Enfin, tout ça, c'est des portes qui s'ouvrent vers des choses pour apprendre, et donc ça, c'est cool. Bon, il y a vraiment clairement des limites aussi, et je parlais d'une relation un peu toxique, c'est que ça devient parfois obsessionnel, parce qu'en fait, c'est souvent rapide et puissant, mais souvent, c'est une galère monstrueuse aussi, quoi. Des fois, tu répètes 5 fois la même commande, ça marche toujours pas, et tu sais pas pourquoi la cinquième fois ça marche, quoi. Tu as des angles morts énormes, tu as des inconsistances, c'est pas franchement prévisible. La fatigue mentale des prompts, au bout d'un moment, c'est juste, c'est toxique. Et puis, il y a ce petit côté fraudeur, comme je vous disais, faire sans comprendre. Il y a un moment où tu
tu dis t'es content du résultat et en même temps tu te dis mais en fait est-ce que j'ai pas produit derrière plein de merde. Donc pour une petite application pour toi, pour ton usage perso, ok, mais ça, il faut comprendre que ça reste pour l'instant vraiment du prototypage, qu'on est loin 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 de l'industrialisation et de l'utilisation professionnelle. Pour moi, pour l'instant, ça reste vraiment que du prototype. L'addiction, j'en parle, hein, ça marche. Ah, ça marche presque. Ah, ça marche. Ah, ça remarche. Ah, ça régresse. Ah, putain, ça remarche. Et putain, et tu te couches à 3 heures du mat après avoir utilisé 10 000 crédits sur Figma Make. Donc Make et le design system, c'est quand même une belle promesse et je pense que ça va beaucoup améliorer. Là, c'est le début, notamment il y a des évolutions, enfin déjà il y a trop d'évolutions tout le temps, mais ça devient vraiment une extension vivante, on va dire. Le DS, il nourrit Make, il peut aussi tester d'un point de vue UI, hein, d'un point de vue usage. Je parle pas d'un point de vue code, etc., mais d'un point de vue usage, ça peut voilà, t'amener à tester les limites en voyant le truc devenir vivant et pas juste sur un composant statique sur Figma. Ça rend la documentation aussi, ça lui donne une vraie place, contrairement à avant où on avait un peu ce sentiment de faire de la doc, pas forcément toujours de façon utile, mais là, clairement, enfin, mieux c'est documenté et plus c'est rigoureux, mieux ça marche. Et bah, le futur de Make, enfin voilà, les annonces en ce moment, c'est du délire. Là, hier, ils ont annoncé Gemini 3 Pro, j'ai commencé à tester, ça marche déjà beaucoup mieux. Les connecteurs avec Notion, avec GitHub, etc. Bon, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que on pourra avoir le cerveau qui se repose un petit peu et stabiliser les choses? À mon avis, c'est pas tout de suite, mais faut tenir le coup. Je parle des crédits aussi, puisque là, on est en mode YOLO, illimité, on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, on va avoir une limite de crédit, et pour l'instant, c'est très très flou, parce qu'ils parlent de crédit, ils parlent pas de token, ils parlent pas de prompt, donc ça va être quoi leur limite? Donc derrière, il va falloir adopter une stratégie pour savoir qui peut prompter, sur quel sujet, voilà, comment on mesure justement bon, on le fera jamais, mais le ROI du prompt, comment industrialiser les choses sans exploser la facture, ça c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Et donc, effectivement, le vrai sujet, c'est pas le vibe coding de manière générale ou Make, hein, c'est que ça nous pousse encore plus à comprendre qu'on est face à un système et qu'il faut fabriquer un système, que les itérations, elles deviennent vraiment beaucoup plus rapides et ça nous aide justement à mieux designer. Que l'IA remplacera vraiment définitivement pas la réflexion, hein, que tant qu'il faut que ça vienne vraiment du cerveau, qu'on devient un peu plus un orchestrateur et non un bougeur de pixels, on va dire. Euh, et que bah, ça a encore une étape qui rapproche pour moi le design du produit et du code. Donc ma conclusion là-dessus, c'est qu'il faut se lancer vraiment voilà, à fond, mais tout en gardant un esprit critique vraiment très fort. Ça va pas remplacer le designer comme beaucoup de gens disent, alors le rend plus puissant en transformant la production. Mais si on considère qu'un designer c'est un créatif, qu'il invente des choses, pour l'instant l'IA elle est vraiment nulle, nulle, nulle. Et donc voilà, l'idée, l'intention guidera toujours ça. Et c'est vrai que le designer pour moi doit devenir plus technique que jamais. D'où la présence de Martin ce soir. Et avant de passer justement à Martin, est-ce que vous avez des questions? Et il me semble qu'il y a un... Je peux vous donner un micro, parce qu'il faut pour l'enregistrement, il me semble, un micro. Sauf s'il n'y a pas de questions et que tout était très clair. Je vois pas de questions. Eh bien très bien. Eh ben on va passer tout de suite la main à Martin. Merci beaucoup. Hop. Tu, veux un- tu prends un micro normal, tu veux le... Bah non, je prends Ouais, comme ça, ça comme va ça. aller. C'est bon là? Ok, nickel. Bon, bah déjà, merci à tous d'être venus ce soir. C'est un peu une première pour moi, donc de parler autant devant tout ce monde-là. Donc, comme l'a dit Nicolas, donc, moi je vais vous présenter donc, un cas d'usage que j'ai réalisé il y a quelques temps
pour automatiser donc, le craft avec de l'IA dans le cadre d'un design system. Et donc, avant de commencer à vous parler de tout ça, déjà, je vais me présenter. Hein. Donc, moi, je suis Martin Molkrait. Donc, je suis designer, mais pas que. Hein. Je suis aussi, on va dire, designer technique. Je m'intéresse à tout ce qui va être développement front, des choses comme ça. Donc, ce qui m'amène à faire ce genre de choses aujourd'hui. Donc, je suis designer donc, dans une ESN à Lille, parce que du coup, je viens de Lille, à Kobe. Et en parallèle, j'ai cofondé donc, une boîte qui est dans le domaine de la course à pied, donc rien à voir avec le design, qui s'appelle RunSwap. Et donc, pour un peu vous expliquer le contexte, parce qu'on parle d'IA, donc c'est toujours une question de contexte, hein, donc de pourquoi en fait j'ai amené à automatiser des choses dans le cadre d'un design system. Il y a quelques temps, j'étais en mission donc, chez Noroto, donc, en tant que lead UI design system. Et mon rôle, c'était de développer sur Figma des composants, de les rendre à disposition pour les designers, de les documenter et du coup de faire aussi la passation avec les développeurs. Et en fait, en s'intéressant un peu avec l'IA, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisables. Notamment, comme l'a présenté juste avant Nicolas, en fait, on peut automatiser des choses avec le design et le développement. Et du coup, je me suis penché un peu sur le sujet. Dire, est-ce que dans le cas d'un design system, il n'y a pas moyen d'automatiser des choses avec des agents? Et donc, j'ai dit, en termes de complexité, quand on reprend un peu un design system, les composants, c'est un peu tous les mêmes. Enfin, dans le sens, ça veut dire qu'on soit chez Noroto, chez Decathlon ou chez un autre client, le web, c'est le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des boutons, on a des checkbox. Enfin, on ne révolutionne pas on va dire, les composants primitifs. En plus de ça, c'est que les IA de nos jours, elles ont tout ce contexte à travers des librairies open source pour qu'elles puissent, on va dire, au mieux intégrer ce genre de composants. Donc en fait, tout de suite, ça réduit, on va dire, le scope du contexte parce que l'IA derrière, elle a appris tout ça, donc on peut se dire comme ça naturellement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc en fait, avant de me lancer dans tout ça, dans le code, pour dire vas-y, je vais faire un truc, etc., c'est important de comprendre le pourquoi. Parce que quand on fait des choses, il faut dire pourquoi on les fait, surtout dans le contexte d'un client. Même si ça reste au stade d'un POC, il faut pouvoir, on va dire, vendre le concept pour plus tard, potentiellement, le déployer à plus grande échelle. Et en fait, le constat, il a été fait sur le pourquoi j'ai voulu automatiser donc, le craft de composants sur Figma. Il y avait trop de friction entre le design et le code. En fait, pour un peu rappeler le contexte, moi, quand je suis arrivé chez Noroto, il y avait un peu différentes technos côté front. Et ces technos n'étaient pas forcément bien alignés avec le design, donc avec nos librairies UIKit sur Figma. Et en fait, il faut aussi, je rappelle aussi que nous, dans notre équipe, en fait, on n'était que 2 pour le design system. Donc, il y avait moi en tant que designer et j'étais avec un collègue, donc lui donc, était plus sur le développement. Et forcément, de jongler en fait avec toutes les demandes des différents designers du groupe pour ensuite créer des nouveaux composants, les mettre à jour, puis ensuite les mettre à jour dans le code, dans les différentes technos, ça pouvait devenir, on va dire, ça pouvait créer des frictions. Donc, pour ça que j'ai mis ça en numéro 1. Et ensuite, les tâches répétitives. Donc ça, après, je vais développer de pourquoi c'est répétitif, parce que, grosso modo, le workflow, c'est on passe du design pour ensuite aller au dev. Donc on peut se dire, oui, chaque composant passe par les mêmes étapes. Et après, comme je l'avais dit un peu sur le point 1, la perte de synchro, hein, parce que forcément, quand on fait évoluer des composants, que ce soit sur Figma, des fois, on n'est pas synchronisé avec le dev, donc il peut y avoir des différences de synchro. Et après, le point 4, qui est l'alignement avec les design tokens. Parce que derrière, en fait, on a eu pas mal de problèmes, notamment pour l'accessibilité, que ce soit sur l'e-commerce, qu'on avait des anciens tokens qui étaient utilisés en production et qui n'étaient pas forcément mis à jour. Et donc, comme je le disais, en fait, quand on fait un composant donc de Figma jusqu'en dev, on va suivre, on va dire, un cycle classique. Alors après, bien évidemment, ça on va grossir le truc, hein, c'est que
On part donc de l'outil, de l'outil design, donc en l'occurrence ici Figma. Ensuite, on va l'envoyer au développeur qui va l'intégrer, qui ensuite va revenir vers nous pour, on va dire, cette phase de recettage pour savoir si, pour voir aussi que le composant est conforme par rapport à nos attentes. Ensuite, le publier dans un storybook ou un autre utilitaire pour pouvoir le rendre dispo à tout le monde. Et ensuite, le merge et après, le release. Donc en fait, ce schéma, il est aujourd'hui facilement automatisable. En tout cas, pour la partie dev jusqu'à la release. Parce que le design, vous verrez après, c'est pas encore ça. Du coup, pourquoi donc déjà pourquoi je suis là ce soir? Parce que il y a quelques temps, donc j'ai publié un article qui expliquait de comment j'avais mis ça en place en POC chez Noroto. Et donc je vais vous montrer juste après comment théoriquement ça fonctionne. Et après je vais vous montrer cette petite démo en live, donc en espérant que ça marche. Donc c'est parti. Alors, le workflow initial, pour un peu vous l'expliquer théoriquement, là ce que vous voyez c'est une vue de nodes qui sont connectés entre eux dans l'outil N8N. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est N8N, on va dire c'est un peu un orchestrateur de nodes où en fait on va connecter différents éléments entre eux pour faire différentes actions. Donc par exemple, s'il y a cette action, alors on fait ça ensuite. Donc là en l'occurrence, comme vous pouvez voir à gauche, on a un node Figma Trigger qui déclenche à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton Publish de la librairie. Et en fait, quand on suit un peu le parcours, on voit qu'il y a vraiment deux branches, enfin plutôt trois avec celle qui est en dessous. C'est des branches qui sont conditionnées par deux choses. Donc si c'est la création d'un composant ou si c'est la modification d'un composant. Et en fait, derrière, ça va déclencher différentes actions. Donc pour faire des requêtes API, pour récupérer en fait, on va dire le composant depuis Figma, pour ensuite le nettoyer, parce que forcément, quand on envoie une donnée brute à l'IA, en fait, il y a beaucoup de tokens qui sont envoyés, et du coup, derrière aussi, le rôle de ce genre d'automatisation, de pourquoi je passe par N8N, c'est que en fait, ça permet de faire des économies dans ce qui va être envoyé aux IA, aux différents agents. Et après, quand on a fait un peu ce nettoyage de composants, ça crée pour les deux cas, que ce soit pour la création ou pour la modification, une issue sur GitHub. Et après, on va passer donc à la démo. Donc pour cette démo, on va faire un truc un peu simple quand même, parce que on va intégrer un nouveau composant. Donc là, je ne me suis pas embêté, j'ai pris un composant donc, open source sur Figma Community. Donc là, en l'occurrence, c'est un accordion classique. Hein. On documente pas forcément, juste il est là. Il n'y a pas de spécificité. Il y a un titre, du texte et la possibilité de le plier ou le déplier. Alors, ce qu'on fait, c'est que du coup, on sélectionne donc l'accordéon. Moi, ce que je vais faire, c'est juste pour, on va dire, le trigger pour que je puisse le publier. Déjà, je vais activer. Alors, tac. On va activer ce workflow. Très bien. Et ensuite, je vais faire une petite modification. Voilà. Mettre un petit radius, c'est juste histoire que en fait, je puisse publier facilement. Donc là, on est dans le cas où on a fait le composant sur Figma. Ensuite, on va cliquer sur Publish Changes. Donc là, on va renseigner par exemple une description. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai édité le radius. Donc je vais juste mentionner Edit Radius. Voilà, donc là, j'appuie sur Publish. Donc, ça va publier le composant. Et si je vais sur N8N, donc dans les exécutions, on va attendre. Donc là, normalement, oui, c'est bien maintenant. Donc ça a été exécuté. Donc en fait, là, si on voit le parcours, ce qui a été fait donc en vert, on voit que ça a été déclenché. Donc il a reçu donc l'information comme quoi la librairie a été publish. Donc en fait, on peut le voir juste ici. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un composant qui a été modifié parce qu'il existait déjà, dans le schéma JSON, en fait, on le voit juste ici que
On a le nom du composant avec sa clé, donc son identifiant unique, et après différentes informations pour savoir qui c'est qui l'a publié, la date, et enfin voilà. Donc là, on passe dans la première condition. Donc la première condition, c'est juste pour vérifier si c'est un composant qui a été créé ou modifié. Donc là, en l'occurrence, modifié. Là, cette condition-là, c'est juste... c'était plus une condition de débugage. C'était dans l'hypothèse où, par exemple, je ne mettais pas de description dans Figma quand je publie. Parce que des fois, il peut arriver qu'on a juste des refactos à faire sur Figma, il n'y a pas besoin qu'en fait en dev il y ait quelconque changement. Donc en fait dans ces cas-là, en tout cas dans ce workflow, on ne renseigne aucune description comme ça dans les nodes, en fait dans le chemin, dans le cheminement, ça passe ici et comme il est écrit là, ça ne fait rien. Donc là on continue pardon. Donc modifie de components. Donc voilà, comme je l'ai dit, on nettoie un peu la donnée. Ici, on fait une requête API donc, à Figma qui va prendre en paramètre donc, ce que je vous ai montré juste avant, la clé unique, donc c'est l'identifiant unique du composant, pour qu'il puisse en fait nous ressortir la structure. Donc là, alors c'est peut-être pas... Non, c'est pas ici. Donc là, on a juste un... Voilà, c'est l'identifiant du composant. Et normalement, c'est juste après, on va nettoyer... Tac... Hop. Enfin bref, ça c'est un peu, c'est juste pour nettoyer le code. Et à la fin, ce que ça nous donne, c'est la création d'une issue sur GitHub. Alors, du coup, sur GitHub, comment ça se passe? Je vais, hop, normalement c'est ici. Donc, on a l'issue en question que je viens de faire juste avant, qui a été créée juste ici. Donc, comment elle est formatée? Donc, on a dans un tableau le node ID. Donc, en fait, c'est l'identifiant unique d'où le composant se trouve dans le fichier, son nom et une description. Alors, il faut savoir que du coup, la description, c'est ce qu'il y a sur Figma quand on crée un composant, on peut renseigner son nom puis une description. Et après, par qui ça a été publié, donc en l'occurrence moi. Et juste ici, en fait, on va juste récupérer l'identifiant du fichier pour qu'en fait, derrière, l'agent puisse aller chercher au bon endroit dans les fichiers Figma. Donc là, l'issue a été créé. Et en fait, ce que ça fait, ce que ça permet, cette issue, ça va déclencher un autre agent qui, du coup, se situe, alors pas sur mon ordinateur en local, mais dans le cloud. Alors, pour cet exemple, alors je sais pas, ouais, ça a été déclenché juste ici. Donc en fait, on voit que le process, il est toujours en cours. Ça a créé, donc ça a été cherché donc l'identifiant de l'issue sur GitHub, donc et son contenu. Et derrière, ça a été rajouté un méga prompt que j'ai donné, qui en gros va décrire ce que je veux faire. Donc par rapport à, donc là j'ai modifié le composant, c'est de lui donner en fait déjà un système prompt pour lui dire que voilà, si le composant il a, donc là en l'occurrence il contient le tag refacto, donc en fait c'est ce qui est écrit ici sur GitHub, alors il va faire tout ça. Donc je ne vais pas forcément détailler, mais pour un peu expliquer sur des grandes lignes, ça va utiliser le MCP de Figma. Alors pas le officiel, parce que le officiel, je ne peux pas le connecter avec cet outil, mais du coup une copie, enfin un MCP open source, qui va du coup récupérer le composant, donc sa structure depuis Figma. Ah, c'est bon. Et qui du coup va récupérer donc le composant sur Figma pour ensuite... Ouais. Oula. Allô, allô? Oui, c'est bon. Ok, du coup je disais oui, ça va récupérer donc le composant sur Figma, le donner à l'agent et aussi expliquer donc les différentes bonnes pratiques en fonction de notre design system. Donc là pour l'exemple, j'ai fait simple, hein, on part sur du React Tailwind, mais ça peut être sur autre chose. Et après, je lui décris voilà comment dans ma code base design system, comment on est organisé. Donc là, je veux que les composants aillent dans le fichier components/UI.
Et ensuite, je lui dis qu'il me faut qu'il me crée une story pour Storybook. Et derrière, donc, je lui demande les livrables attendus. Et après, je lui demande aussi important de bien mapper les design tokens. Parce qu'en fait, c'est un petit truc, un petit détail avec le MCP Figma que j'utilise. Mais je n'ai pas accès en fait aux variables Figma. Et du coup, on n'a pas forcément le contexte. Donc en fait, ce qui va faire l'agent, c'est comme je le décris, je vais aller lui dire d'aller chercher dans le fichier global CSS pour faire un mapping des design tokens, donc des valeurs en dur vers des design tokens. Alors, jusqu'à présent, avec mes exemples, ça a toujours bien fonctionné, mais il se peut que des fois, il utilise les mauvais tokens, et c'est pour ça aussi que derrière, le rôle du développeur, c'est aussi d'aller vérifier que tout est correct à ce niveau-là. Et donc, du coup, après lui avoir donné ça, donc en fait, il commence à travailler, hein. Donc là, il va donc, modifier donc, les fichiers en question. Donc vu que le composant était déjà créé, en fait, il va faire de l'édition. Il va créer la story. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller voir donc, dans la code base. Donc ici, je vais ouvrir mon IDE. Je vais aller chercher du coup la branche en question parce que du coup, lui, derrière l'agent, en fait, il va créer une branche pour le nouveau composant. Donc en fait, on a le nom juste ici, donc Refactor Component 41. Donc, que j'ai cherché juste ici. Donc voilà. Et donc, du coup, ici, on voit, donc, c'est assez zoomé, ouais. On voit donc qu'il m'a créé donc, 3 fichiers, donc la story du composant, le code du composant, et puis voilà. Et du coup, si on va voir donc, sur Storybook, pour l'aperçu du composant, donc j'actualise, il m'a créé donc le nouveau composant. Alors là, c'est juste un problème de layout avec Storybook, mais quand on joue avec, en fait, il est interactif. Et quand on compare par rapport à ce qu'on a ici, eh ben on peut voir que c'est à peu près ressemblant. Et pareil, si on peut inspecter pour voir si les différents design tokens, en fait, ils ont été appliqués. Donc on le voit juste ici, donc que c'est bien les design tokens de mon design system. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est un premier POC que j'avais mis en place, vraiment très simple, pour développer des composants. Alors bien évidemment, c'est pas parfait, puisque derrière, il faut quand même aller vérifier que tout ça se compile bien, qu'il n'y ait pas d'erreur justement avec les design tokens. Mais là, en quelques secondes, alors je sais pas, j'ai pas le temps exact de l'automatisation, peut-être que je peux le voir juste ici. Et on va dire en quelques secondes, on a déjà une bonne base de travail pour un développeur. Donc ça, c'était on va dire la V1 de mon automatisation. Sauf que cette V1, en fait, elle posait pas mal de problèmes. Parce que déjà, donc j'étais chez Noroto. Le premier problème, c'est que du coup, cet outil qui est en ligne, donc qui s'appelle Terragon, il déclenche des agents de plusieurs manières. Donc soit de manière manuelle, donc en fait, on va, un peu comme ChatGPT, on va discuter directement avec lui dans l'outil, ou alors via des issues sur GitHub. Et le problème, c'est que nous, chez Noroto, en fait, on n'était pas sur GitHub, on était sur GitLab. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ensuite, l'autre problème, c'était que il y a toujours un peu cet aspect sécurité. C'est que c'est un agent, certes, dans le cloud, mais ce n'est pas dans nos infrastructures tech. Du coup, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Donc, est-ce qu'on l'utilise? Oui, non. Donc, c'est pour ça que sur ce truc-là, en tout cas chez Noroto, c'est un peu resté au stade de POC. Mais je me suis dit, il y a peut-être d'autres outils qui pourraient justement aller plus loin par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que là, ce que je fais, c'est que tout part de Figma. Donc c'est vraiment dans l'hypothèse où on a un nouveau composant sur Figma ou une refacto de composant sur Figma. Mais par exemple, on pourrait imaginer demain que on voudrait faire évoluer un composant seulement en dev. Par exemple, on trouve qu'il y a un bug d'affichage qui est seulement en dev. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas s'amuser à aller sur Figma, reproduire le truc pour le trigger. Donc, dans le workflow, en fait, il est très linéaire et il ne permet pas vraiment une grosse flexibilité à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai imaginé donc, un autre workflow un peu plus complexe cette fois-ci, qui ressemble plus à ça. Donc là, par contre, je suis parti sur un autre outil.
donc un service de Cursor, donc qui est un IDE boosté à l'IA, qui eux aussi disposent de background agent, donc des agents IA qui fonctionnent dans le cloud pour pouvoir déclencher des actions, etc. Le gros avantage par rapport à l'autre outil que j'utilisais précédemment, c'est que cet outil-là, il dispose d'une API. En gros, ça veut dire que je peux déclencher des agents à peu près avec n'importe quel déclencheur possible et imaginable. Et c'est pour ça que là, en fait, on le voit sur le schéma, c'est qu'on a un GitHub trigger. En fait, c'est par exemple, c'est dans l'hypothèse où il y a un développeur qui remarque un bug sur un composant, donc il crée une issue sur GitHub, et derrière, en fait, cette issue, elle va déclencher un agent IA qui est au sein de N8N. Donc, parce que la force aussi de N8N, c'est qu'on peut connecter des nodes, donc ce genre de module, avec des agents. En fait, on peut avoir des agents dans des agents. Enfin bref, c'est un peu un truc Inception, ça va un peu trop loin. Et après ça, donc ça transmet tout ça à l'API de Cursor, qui va, elle, se charger de déclencher un agent dans le cloud. Et donc là, pour un peu reprendre ce que je disais sur le précédent workflow, en fait, on part pareil du même principe, donc d'un publish de librairie sur Figma. Donc là, en fait, on vérifie juste une condition un peu basique de savoir s'il y a une description au moment du publish. S'il y a une description, dans ce cas-là, en fait, on nettoie la donnée. On récupère le node Figma avec l'API Figma. On nettoie encore et ensuite, on le donne à un agent. Et cet agent-là, en fait, je vais un peu détailler ce qu'il fait. Il a un peu un rôle spécial, puisqu'il ne va pas envoyer ce qu'il récupère de Figma, mais il va renvoyer une autre donnée. En fait, on va dire une donnée qui est vraiment modifiée pour optimiser en fait, le coût des tokens qui seront envoyés à Cursor. Et donc, je vais vous montrer directement en image comment ça fonctionne. Donc on va, pour l'exemple, on va repartir de Figma. Hein. On va faire dans l'hypothèse que voilà, donc là j'ai un bouton, donc avec deux variants, donc vraiment très simple. Hein. Il n'y a pas label, deux variants primary, secondary. Où là, dans cet exemple, je vais modifier, par exemple, on va remodifier le radius, on va mettre un gros radius. Et là, je vais publier. Alors avant de publier, je vais juste activer parce que sinon ça ne va pas se déclencher. Hop. Juste ici, tac, et je vais arrêter celui-là pour pas qu'il déclenche. Non, c'est bon. Ok, donc là, j'ai activé cet agent, donc on va suivre ici l'exécution de ce qu'il va faire, parce que là, ça va prendre un peu plus de temps, parce que du coup, on a des agents qui vont travailler déjà au sein de N8N avant d'envoyer à Cursor. Donc, c'est parti, tac. Je prends ici, donc je publish ma librairie. Donc là, c'est pareil, j'ai édité le radius, donc on va mettre la même description. Pas besoin d'avoir une description hyper précise, parce que de toute façon, en fait, l'IA va déjà elle-même comprendre les changements qui ont été faits. Donc, tac, j'appuie sur publish. Donc voilà, la librairie a été publish, et donc là on a le trigger qui s'enclenche. Donc ça va mettre un peu de temps parce que derrière en fait on va avoir des agents qui vont fonctionner, qui vont traiter la donnée. Et alors ce que je vous ai dit juste là, le rôle de cet agent, c'est qu'il du coup va prendre en entrée donc les différents node IDs. Donc là en l'occurrence par exemple il y en a deux. Les deux correspondent aux deux variants du composant bouton que j'ai publish, donc le primary et le secondary. Et en fait, dans ce prompt système, je lui dis, voilà, tu es un UCDL converteur. Alors UCDL, normalement, ça parle à personne, parce que c'est un truc que j'ai inventé. Et en gros, c'est un peu un standard que j'ai imaginé pour une IA, pour décrypter en fait un fichier, donc un fichier d'un composant, donc un JSON qui est envoyé par Figma, pour le faire communiquer avec une agent IA. Donc un truc vraiment très très simple, qui va vraiment enlever tout le superflu, ce qui sert à rien pour l'agent. Par exemple, quand on est sur Figma, qu'on récupère un composant via l'API, on a des valeurs comme la position XY du composant dans le canvas. Bon, ça, l'agent, il s'en fout un peu, hein, de savoir si le composant est situé en 0,0 dans le canvas. Du coup, ça, en fait, on va éliminer en fait, toute cette donnée pour justement faire des économies de tokens. Parce que
forcément, les agents, ça a un coût et derrière, on peut économiser là-dessus. Donc là, je vais juste vérifier que mon automatisation s'est déroulée. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Donc là, comme tout à l'heure, publish Figma. Donc la condition, oui, il y a une description, ok. Donc on passe au suivant, tac, tac, tac. Et là, on arrive à l'agent IA. Et donc là, il va prendre, donc pareil, les 2 nodes en entrée. Et en sortie, il va me donner ça. Donc un schéma JSON très simple, donc, où en fait on va décrire donc, le nom du composant, sa description, donc savoir si c'est un composant, un component set, hein, parce qu'en fait c'est un bouton qui a différents variants. Et là, en fait, on va décrire donc les variants avec justement toutes les propriétés de layout. Donc, comme par exemple, si c'est le flex direction, donc en CSS, hein, display flex, de savoir si il y a du padding en haut, en bas, à droite, etc. Et aussi tout ce qui va être les couleurs, les borders, enfin les valeurs de border, etc. Et là, comme tout à l'heure, vu que j'utilise pas en fait le MCP officiel de Figma, en fait, ça me renvoie directement les valeurs en brut. Donc derrière, l'agent, il va devoir aussi aller chercher dans le global CSS pour trouver les bonnes valeurs, les valeurs hard-codées pour faire le mapping correctement. Et donc là, à la fin, donc quand on finit tout ça, donc ça envoie ici, tac, ça fait un post à l'API de Cursor, donc avec les différentes informations. Donc en fait, ici, c'est ce qui va être envoyé. Donc avec le prompt system, hein, on lui dit, voilà, tu as un assistant qui va avoir en sortie un fichier JSON pour le développement. Donc voici le composant en question. Donc c'est le bouton avec ses 2 variants. Puis là, on lui met un peu son layout. Et ensuite, on lui dit, voilà, tu dois créer une branche, donc avec le nom qui va être généré automatiquement via l'IA. Et ici, en fait, on a un webhook. Donc, en fait, le webhook, c'est juste, par exemple, si on veut le brancher à un Slack pour informer un développeur, une équipe, que le composant, il est envoyé en développement par l'IA. C'est juste pour notifier que tout se passe correctement. Donc, là, je vais aller sur Cursor. Donc là, il a eu le temps, donc en 3 minutes, donc on a le temps ici, donc ça c'est pas mal de voir, de développer le composant. Donc en fait, là, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Il reprend en fait le prompt qui a été envoyé. Et ici, en fait, on voit qu'il a modifié donc, des valeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, mon composant, il existait déjà dans ma code base. Et vu que j'ai modifié seulement le radius, il a fait une édition juste ici du radius. Donc, il a bien mis la bonne valeur. Et du coup, si on prend donc, c'est pas cette fenêtre-là, c'est celui-là. Si on prend ma code base avec la branche qui a été créée, donc en l'occurrence, c'est ici. Donc, pour que... Hop, c'est bon, voilà. Je retourne sur Storybook, j'actualise, bon là il s'est mis à jour, voilà. Donc en fait il a mis à jour le radius du composant. Donc en fait ça fait la même chose que le workflow précédent, c'est juste que là en fait la puissance en fait de Cursor, c'est que l'agent est disponible via l'API. Et en fait on pourrait imaginer par exemple de brancher un channel Slack en entrée où on aurait par exemple un designer qui dise voilà ou enfin peu importe qui pourrait demander à l'agent voilà, j'ai besoin d'un nouveau composant, j'ai besoin que tu le mettes à jour, et derrière ça déclencherait du coup toute cette phase d'automatisation et que ça envoyait directement dans une branche. Et derrière, le rôle du développeur, c'est d'aller vérifier donc cette branche, de faire ses tests de son côté, et après de merge et de release, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça en gros c'est les 2 workflows de comment j'ai en fait imaginé tout ça, et le MCP Figma il se connecte donc à cet endroit juste ici, donc au sein de N8N. C'est-à-dire que l'agent quand en fait il va être trigger, donc il va être déclenché, il va aller chercher automatiquement parce qu'en fait il va avoir en entrée l'identifiant du composant. Donc en fait il va naturellement utiliser le MCP Figma pour aller chercher le composant en question pour ensuite le traiter. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Donc, le rôle de celui-là, c'était donc de convertir le JSON qui reçoit de l'API Figma dans un langage, on va dire, agnostique. Et c'est pour ça que je disais que vous avez sans doute, enfin, on en a
pas parler, puisque c'est un truc que j'ai un peu imaginé, que j'ai inventé. Puis après, en me renseignant un peu sur Internet, j'ai vu que d'autres personnes, notamment Nelson Curtis, qui avaient imaginé un peu le même principe, c'est d'avoir en fait une sorte de langage agnostique pour communiquer aux agents. Et en fait, pourquoi on voudrait créer un nouveau langage et pourquoi on ne voudrait pas, par exemple, dire bah non, le MCP Figma, en fait, il communique le composant en React et Tailwind. C'est parce que c'est le MCP Figma officiel le fait actuellement. Il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand vous utilisez le MCP Figma avec le dev mode, il va envoyer à l'agent, à l'IA, du code en React et Tailwind. Sauf que ça peut poser problème. Par exemple, si la code base finale n'est pas en React et Tailwind, l'agent va devoir faire une traduction du React et du Tailwind pour que ça soit compatible. Et c'est pareil pour tout ce qui va être CSS, si on est dans du SCSS par exemple, il va devoir faire une sorte de travail de rétro-ingénierie. Et ce travail-là va coûter des tokens, parce que du coup, il y aura un peu plus de réflexion pour convertir. Et en plus de ça, on n'est pas à l'abri des erreurs de traduction de l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai imaginé ce truc-là. Donc en fait, on décrit en fait structurellement un composant, hein. C'est un peu la manière comme le langage HTML, hein. C'est un langage dit de balisage, en fait, comme si on imaginait en fait des boîtes imbriquées dans des boîtes, et ces boîtes ont un type. Donc par exemple, c'est un conteneur, si c'est du texte, etc. Et chaque type, chaque boîte a ses propriétés, donc sa couleur, son background color, son radius, des choses comme ça. Et en fait, en testant, en comparant justement, en faisant passer cet agent qui va traduire ce qui va sur Figma vers l'agent, c'est beaucoup plus efficace. En fait, on le voit tout de suite, ça réduit énormément les erreurs. Donc, j'ai un peu relevé donc, ces 6 points. On a du coup une structure qui va être normalisée, parce qu'en fait, on pourrait imaginer demain avoir cette façon de faire standardisée à l'échelle de plusieurs outils, hein, un peu comme l'initiative de Design Token. En fait, on essaye de normaliser le plus possible pour que chaque outil en fait, puisse communiquer en fait, avec les agents, parler de la même langue. Pardon. Ensuite, on a donc la séparation claire donc, des responsabilités. Donc là, c'est par exemple, donc, comme je l'avais dit, donc de décrire le layout, de décrire le style pour chaque layout, le texte, et aussi par exemple des métadonnées d'accessibilité, hein, notamment je pense au ARIA Label, des choses comme ça, vraiment des trucs qu'on pourrait imaginer comme ça. Le référencement hiérarchique, donc vraiment ce système de boîte, hein, avec des nœuds, children, des choses comme ça. Ensuite, les systèmes de design token. Donc en fait, on va mapper directement dans les valeurs de style les design tokens, donc qui sont correctement formatés. Ensuite, la compatibilité et la portabilité. Donc c'est un schéma JSON. Donc le JSON, il est lu à peu près par tous les frameworks. Donc c'est vraiment agnostic framework, hein. Ça peut être compris. Par exemple, on pourrait imaginer des scripts qui vont traduire en React, en Flutter, en SwiftUI. Vraiment. On peut imaginer beaucoup de choses avec ça. Et ensuite, j'ai introduit du coup la gestion incrémentale des états. Parce que par exemple, un composant, là, dans la démo, je vous ai montré un truc très simple. Hein, on a du primaire, du secondaire, mais on a aussi des états. On a l'état over, l'état disabled. Et ça aussi, il faut pouvoir le documenter à l'IA parce que l'IA ne va pas pouvoir le deviner. Ou alors, elle va le faire, elle va prendre l'initiative elle-même, mais c'est pas ce qu'on veut. Ça sera pas on va dire le design recherché. Alors tout ça c'est bien beau parce que là on fait des démos, ça marche bien à petite échelle, mais il y a quand même un gros problème dans toutes ces automatisations, c'est le problème de la mise à l'échelle, donc en fait du scaling. Demain, si en fait on veut déployer ça chez un client, on peut être limité par ces 4 choses. Donc la première, c'est la stack technique de l'entreprise. C'est de savoir sur quel stack il tourne, si on peut utiliser ce genre d'agent pour pas que ça puisse poser des problèmes. Par exemple de sécurité, hein, parce que ça, beaucoup d'entreprises sont un peu aujourd'hui frileuses au déploiement des agents à plus grande échelle. Donc ça peut poser des problèmes de sécurité, puisque là, en l'occurrence, les 2 exemples que je vous ai montrés, ce n'est pas des solutions qui sont auto-hébergées, mais
qui sont hébergés, du coup, en l'occurrence, là, c'est 2 acteurs américains, donc en dehors de l'Europe. Ensuite, on a tout ce qui va être la conduite du changement. Forcément, ça peut bousculer pas mal d'habitudes, hein. Le fait d'automatiser le développement de composants front. Donc, il faut accompagner les équipes qui peuvent être un peu réticentes là-dessus, vont dire bah non, ça va nous remplacer, on n'a pas envie de ça. Et ensuite, tout ce qui va être le coût / la rentabilité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'utiliser des agents IA, ça a un coût. Et c'est derrière, c'est combien est-ce que en fait, le fait d'implémenter ce genre de solution, est-ce que c'est rentable pour l'entreprise, oui ou non? Et c'est aussi de faire ces calculs, savoir si voilà, on préfère le faire avec des humains, comme ça au moins on n'a pas de problème. Et du coup, voilà, pour un peu finir sur tout ça, ça, malheureusement, c'est un truc que j'ai pas expérimenté donc chez Noroto, hein, sur la mise à l'échelle, parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai rencontré les 4 problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est resté en POC, mais derrière, ça m'a permis aussi de mettre en place ce genre d'automatisme avec ma startup, donc comme j'ai dit, RunSwap, vu qu'en fait, on est 3 associés, je travaille avec un développeur, et pour pouvoir en fait facilement me mettre en production un design system, des composants qui fonctionnent, pour que en fait derrière le développeur s'occupe plutôt sur des tâches, on va dire plus liées au back et à l'intégration, on va dire, de l'ensemble des maquettes des composants, plutôt que du développement en fait fonctionnel de chaque composant du design system. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai été assez clair dans la présentation. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Ouais. Est-ce que des gens ont des questions? Je sais pas si. Bonsoir. Déjà, merci pour la présentation. Alors, ma question est assez simple. Si vous deviez le refaire, riche de l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous referiez différemment? Alors, si je reprends un peu l'exemple de pourquoi ça a raté, en l'occurrence chez Noroto, ce serait surtout une question de politique, au-delà de la technique. C'est justement, en fait, à travers ces POC, ce qui est intéressant, après j'ai eu la chance, je sais que dans certaines entreprises, c'est pas forcément le cas, de pouvoir en fait le faire, on va dire, librement, et peut-être un peu plus insister sur le pourquoi il faudrait le faire comme ça et pas autrement. Et finalement, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais le plus dur, ça reste l'humain. Parce que derrière, il faut le convaincre, dire, ok, en fait, voilà, techniquement, ça marche bien. Maintenant, il faut pouvoir en fait aller voir les N+1, les N+2 pour mettre en place ce genre d'automatisation à l'échelle d'entreprise. Donc un peu pour répondre à ta question, c'est plus aller voir les gens, de leur faire comprendre que peut-être potentiellement ça peut leur faire gagner du temps, et aussi de discuter avec eux, parce que là, ça fait un peu genre le designer il vient dire en fait les gars, demain vous êtes tous au chômage parce que j'ai remplacé votre taf de front. C'est pas l'idée, hein, parce que je peux le montrer, mais il y a des fois ça marche pas, hein, c'est pas parfait, mais c'est vraiment d'essayer de convaincre que ça peut faciliter le travail des personnes. Voilà. Bonsoir, merci déjà pour cette super démo, c'était vraiment impressionnant. Moi, 2 petites questions. Est-ce qu'il serait éventuellement possible d'imaginer qu'on puisse, par rapport à la souveraineté des données, concevoir tout ça mais en local, notamment avec LM Studio ou des outils comme ça? Alors après, je ne sais pas si N8N, on peut travailler en local. Ouais. Et une autre petite question, c'est par rapport à l'accessibilité. Est-ce qu'on peut se projeter dans tout simplement des prompts qui viendraient en fait intégrer les attributs d'accessibilité pour chaque composant, quitte après à ce que ça soit contextualisé en fonction du projet? Ouais. Du coup, pour répondre à la première question, donc pour le côté local, oui, N8N, en fait, c'est une solution qui est open source, donc en fait, elle peut être auto-hébergée donc, dans la propre infrastructure des entreprises. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai fait sur mon propre serveur pour la démo, mais ça peut être déployé dans une entreprise en interne, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, pour tout ce qui va être accessibilité, en fait, oui, on pourrait imaginer par exemple un autre workflow, un autre agent qui va arriver en fait après le développement, qui va vérifier en fait tout ce qui va être les tests d'accessibilité. Et ça me fait penser justement
une actualité très récente de Google, qui ont un peu annoncé du coup leur modèle Gemini 3 Pro, et qui ont aussi, par la même occasion, sorti leur propre IDE, un peu comme Cursor, boosté à l'IA, et avec la capacité en fait de ouvrir un navigateur Chrome et de faire des tests à notre place. Donc en fait, on pourrait lui dire, il y a des démos, franchement sur YouTube, il y a des démos impressionnantes où en fait on voit que l'agent en fait contrôle le navigateur. Donc on voit le curseur qui bouge. On lui dit bah voilà, j'ai mon test d'accessibilité, donc par exemple des tests de clic, des choses comme ça. Et du coup l'agent est capable d'exécuter ces tests. Alors bien sûr, on peut les rédiger, nous en tant qu'être humain, on peut rédiger ces tests. Mais derrière, oui, l'agent pourrait faire ses tests et ensuite d'avoir un compte rendu, dire bah voilà, ça c'est check, ok. Et bah, on pourrait améliorer. Et après, peut-être, pourquoi pas revenir avant pour itérer de façon autonome. Merci pour la démo, c'était super cool. Moi, j'ai une petite question sur les props dans Storybook, parce que là, tu as montré beaucoup de choses qui sont purement UI. Je repense à notre composant accordéon. Nous, tu vois, il y a plein de props qui ne sont pas forcément liés qu'au radius, etc., qui ne sont pas non plus liés au métier, mais qui sont entre les deux. Comment tu gères ce genre de problématique? Alors, bonne question. Alors là-dessus, vu que c'est des composants, on va dire, primitives, généralement, nous, ce qu'on veut, c'est des props qui, par exemple, qui vont toucher de l'ordre du texte et du contenu. Ou alors des variants. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de l'accordéon, en fait, on voit que la prop, c'est en fait, on va dire, c'est les enfants de l'accordéon, donc c'est les différents items qui vont prendre en propriété le titre et le content. Mais on pourrait imaginer plus tard aller plus loin, c'est qu'avec Figma, on pourrait renseigner via des annotations, donc avec le dev mode, de dire bah ça, je voudrais que ça soit une prop dans Storybook. Et du coup, de faire ce travail avec le dev front pour dire, bah voilà, on a une props, donc les devs vont pouvoir changer le title directement en props et le contenu. Donc ça peut être faisable. Alors, donc moi, comme je l'avais dit, j'ai pas utilisé le MCP officiel de Figma parce que le MCP officiel de Figma maintenant le prend en charge les annotations, pardon. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est un MCP non officiel qui est basé sur l'API, les props, enfin les annotations de Figma ne sont pas disponibles via l'API. Mais effectivement, plus tard, oui, dans quelques mois, par exemple, on pourrait se dire, bah voilà, Figma c'est ouvert à peu près pour les agents en dehors de tout ce qu'ils proposent pour voilà, renseigner ce genre d'informations. Mais de toute façon, là, par exemple, pour la démo, c'était vraiment un truc très simple. C'est vraiment le but, c'est aussi que ça soit efficace. Effectivement, il y a peut-être des trucs qui sont pas forcément cohérents, mais là, par exemple, sur le bouton, si on prend l'exemple du bouton, je pense que le bouton, c'est un peu le composant par défaut quand on veut montrer des démos. Donc à chaque fois c'est toujours les mêmes props, hein. C'est le label, son variant, si c'est un booléen, si il a activé ou désactivé, son type, etc. Enfin, après globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles d'IA en fait sont un peu entraînés sur des UI kits open source et c'est sensiblement un peu tous les mêmes, quoi. Okay, très clair, merci. Bonjour et merci pour la démo, super intéressant. J'avais juste une petite question concernant le code de sortie de tes composants. Pour savoir en fait comment tu t'assures que le code qui est généré à la fin par ton IA, elle est correcte. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'accordéon, moi en tant que dev front, je vois au moins 3 façons différentes de faire un système d'accordéon. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment tu cadres ça pour t'assurer que le code en sortie, ça correspond à ce que tu désires vraiment en termes de propreté du code, quoi. Ouais. Alors, bah, par exemple, pour reprendre donc l'exemple de Cursor, en fait, ce qu'on va lui envoyer en amont, c'est un prompt système. Donc, par exemple, comme tu dis, si on a une façon de faire pour développer certains composants dans l'entreprise, l'agent, en fait, en fonction du modèle qu'on va choisir, est capable d'aller chercher dans les autres fichiers de la codebase pour un peu reprendre un peu tous ces patterns de développement. Donc, on va pouvoir faire avec c'est un peu un aspect de mimétisme, d'aller copier en fait ce qui a déjà été fait pour pouvoir un peu se calquer aux bonnes pratiques
de développement. Mais on pourrait imaginer par exemple des rules, donc en fait des règles qu'on va donner en amont à l'agent pour des bonnes pratiques de développement. Par exemple, on dire, bah voilà, nous, en termes de naming, en fait, on veut que les composants soient nommés de cette façon, en camel case par exemple, enfin, des choses comme ça. Donc, tout est une question, de toute façon, en fait, avec les agents, les IA, c'est tout une question de contexte. Plus le contexte, en fait, il va être précis en amont, plus en fait, on aura un résultat qui soit, on va dire, comment dire, satisfaisant à la fin. Et du coup, oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment cet aspect d'aller chercher en fait ce qui a été fait dans l'autre code base, dans les composants dans l'autre code base pour un peu imiter ce qu'il a fait pour développer de nouveaux composants. Voilà. Bonsoir, je suis ici. Pareil, merci pour la démo, c'était super intéressant. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait, je sais que toi tu as commencé avec un MCP qui n'est pas celui de Figma, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser celui de Figma? Parce que je pense que ça pourrait effectivement régler la problématique des tokens et effectivement d'avoir accès aux annotations, ça permettrait d'avoir des indications sur l'accessibilité, sur peut-être même par exemple sur l'accordéon, de dire on veut que ça utilise un summary. J'ai vu que dans la description des boutons, il y avait bien, dans la description du composant, ça disait bien que la racine était un tag button. Et donc ça permettrait de donner peut-être plus de contexte. Ouais. Quelles sont les limitations qui t'ont empêché ou qui empêcheraient de le faire? En fait, la limitation principale, c'est un problème côté Figma. Enfin, c'est pas un problème, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est au niveau de l'authentification du MCP. En fait, alors pour pas rentrer trop dans le technique, Figma utilise une authentification OAuth, donc c'est-à-dire avec son propre compte Figma pour authentifier le MCP. Et en fait, par exemple, donc là en l'occurrence, vu que je l'utilise dans le contexte des agents sur N8N, moi en fait, je vais connecter en fait un module MCP Client où il va prendre en paramètre des arguments, donc ici avec la commande, la clé API, etc. Et ça, Figma, si je le rentre comme ça, comme ils le disent sur leur documentation, ça va pas marcher parce que derrière, je dois m'authentifier avec mon compte, mais N8N ne permet pas d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour authentifier le compte utilisateur. C'est juste une question d'authentification, il n'y a rien de plus. Mais c'est pour ça dire peut-être que demain Figma vont s'ouvrir à d'autres intégrations, parce qu'aujourd'hui ils ont fait le choix justement de contrôler les intégrations. Et par exemple là je peux l'utiliser en fait directement au sein de l'IDE, donc côté client de Cursor, mais je ne peux pas l'utiliser dans mes agents sur le cloud. C'est juste ça, c'est juste ça la limite. Merci. Bonsoir. Moi, je suis curieux de la question du versionning. Est-ce que dans tes essais, tu as pris en considération la question de la communication du changelog, la pérennisation du changelog, à quel endroit il est communiqué ou consultable après pour le designer, le développeur? Oui, alors en fait du coup pour tout ce qui va être versionning, donc à chaque fois que l'agent va développer le composant, le modifier, il va créer une branche. Donc après c'est pareil, c'est la branche, comment en fait on fonctionne. Si par exemple on a dans l'organisation du git flow avec des features, des refactos, des bugs, enfin des choses comme ça. Donc après ça on peut renseigner dans le prompt system de comment il va formater la branche. Et après pour tout ce qui va être changelog, justement j'avais aussi un peu testé, alors là je pourrais pas malheureusement faire la démo, mais j'avais testé ce côté de changelog avec une automatisation. Où là par contre c'était pas déclenché via Figma, mais c'était déclenché toutes les semaines. En fait j'avais fait un test, c'est-à-dire toutes les semaines l'agent va se déclencher et il va, alors c'est pas celui-là, mais celle-là. Il va en fait aller chercher toutes les branches, toutes les PR, parce qu'en fait derrière l'agent il va créer une PR. Donc il va créer toutes les PR qui ont été validées pour ensuite faire une synthèse de tout ce qui a été fait en développement pour rédiger un changelog qui peut être poussé, donc on peut imaginer sur un Notion, sur un Slack, etc. Voilà. Après, c'est parce que là, dans le process, en fait, je me suis arrêté vraiment à l'aspect,
la suite, c'est le développeur va le prendre en main, il va l'intégrer, faire les petites modifications, et après il va rentrer dans le parcours classique de la documentation pour faire le changelog, la PR, la release, etc. Mais effectivement, en tout cas, avec les outils que je vous ai présentés, il est totalement possible de aussi automatiser la changelog. Merci beaucoup. Ça va s'afficher. Ah, non, c'est bon. Juste pour vous informer du prochain meet-up organisé par Front Guys, donc le 11 décembre, qui se déroulera chez Scaleway cette fois-ci, donc dans le 8e, avec donc Adrien que vous voyez qui est ici et Théodore Lefebvre qui viendra vous présenter donc You don't need JavaScript to build modern UI with CSS only. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais ça va être aussi un sujet très très intéressant. Les avancées sont très fortes sur ces sujets-là, donc vous êtes évidemment invités, n'hésitez pas à venir. Et un petit QR code, c'est important pour nous qu'on progresse et qu'on s'améliore, donc n'hésitez pas à donner votre feedback sur le meet-up. Merci beaucoup à tous d'être venus, et puis on profite, on échange. Merci beaucoup.